je ne reviens pas sur les salutations, hein, mais franchement, c'est très important. C'est très important parce que quand on se salue, en fait, c'est parce qu'on reconnaît en face de soi un ami. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très important. Il est important déjà de parler des marraines parce que le rôle qu'elles ont joué dans le marronnage est primordial. Déjà pour commencer, s'il n'y avait pas de femmes, est-ce qu'il y aurait de vie? Est-ce qu'il y aurait eu des villages? Est-ce qu'on aurait eu des camps? Ben, si, des camps peut-être. Les gars sont capables de le faire tout seuls, mais des villages, non. Donc c'est très important parce que la femme, c'est d'abord porteuse de vie. En plus, elles sont toujours oubliées. Vous savez, dans les rapports de détachement, les rapports de détachement, si vous voulez, c'est vraiment le document de base. Parce que le rapport de détachement, c'est les chasseurs qui vont donc en expédition pour tuer des marrons, c'est la chasse aux marrons. Hein. Et dans la chasse aux marrons, ils rapportent des informations. Mais tout ce qui les intéresse, ils ne s'intéressent pas aux vies des gens. Le plus pressé, c'est rapporter les mains qui vont leur donner la prime. Vous voyez, parce qu'on rapporte les mains, on les cloue à côté sur la grande place du village. Et puis, c'est sur la grande place du village, en fait. En général, sur la grande place du village, vous avez le truc administratif, que ce soit mairie ou la case de tout ce que vous voulez. Vous avez l'église et vous avez... voilà, c'est la grande place. On cloue les mains. Alors, un coup, c'était la main droite, un coup, c'était la main gauche. Ça dépend des périodes. Et c'est ça qui les intéressait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont obligés de justifier parce qu'on les paye. Tant qu'il n'y a pas une question économique, bien sûr que ça n'intéresse personne. Et comme on les paye, donc ils sont obligés de justifier. On est allé dans tel lieu, on a vu ci, on a vu ça, on a rencontré telle ou telle personne, on vous rapporte les mains d'un tel. Et pourquoi c'est important de dire aussi qui s'est tué? Parce que les personnes mortes, les maîtres doivent être dédommagés. Parce que c'est les maîtres qui paient, c'est le système qui paie les chasseurs. Vous comprenez? Il faut financer les opérations. Et donc, pour financer les opérations, c'est tous les colons qui participent aussi. Il y a une taxe sur les esclaves, une taxe de capitation. Donc, selon la tête, vous avez 10 esclaves, et ben vous payez telle somme. 15 esclaves, telle somme. Et en plus, quand un esclave donc, meurt, donc, les maîtres vont payer aussi la colonie, le gouvernement central va payer les chasseurs. Tous les noms vont se retrouver dans la chasse. Hein. Je vais juste vous donner un petit exemplaire. Alors ça, c'est le recensement 1735 du quartier Saint-Paul. Vous voyez? Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et dans ce recensement, eh bien, vous avez donc tous les noms de marrons, tous les noms d'esclaves. Il y en a qu'on va retrouver en marronnage après. C'est comme ça qu'on va pouvoir dédommager les maîtres. Vous comprenez? Vous avez perdu tel esclave, est-ce que vous l'avez déclaré? Et l'intérêt des recensements, c'est qu'on a tout le monde dedans. Vous voyez? Alors, j'ai surligné. Hein. Alors, ça, ce sont les esclaves. Par exemple, chez Ibon. Alors, ce qui est en bleu, c'est les esclaves CAF. En rouge, attendez, en bleu, ce sont les Indiens. Ça aussi, on a oublié les Indiens dans l'esclavage et dans le marronnage. Ils étaient aussi dans le marronnage, dans l'esclavage. Vous avez les Indiens. Vous avez en gris les créoles. Alors les créoles, ça c'est la grande, j'allais dire foutaise, pardon. Je ne sais pas comment dire autrement. Parce qu'à partir du moment où on dit créoles, on ne sait plus qui ils sont, alors qu'on ne les traite pas comme des créoles, comme des natifs. En jaune, j'ai mis les malgaches. Vous voyez, je répète. Hein. Donc, en jaune, ce sont les malgaches. Primo-arrivants, donc, hein, parce que dès qu'ils sont nés sur la colonie, ils s'appellent tous créoles. Et c'est comme ça qu'on perd leur trace après. Dès qu'ils sont nés sur la colonie, et en plus, parmi les créoles en question, il y avait beaucoup qui étaient des enfants du maître. N'oubliez pas le fameux droit de cuissage. Vous voyez? Bon. Ensuite, il y a donc en bleu, j'ai les Indiens, tout ce qui est Malbar. D'ailleurs, dans les textes, c'est Malbar. Vous avez en rouge, CAF, vous voyez? Et vous avez en blanc, les Malgaches. En jaune, les Malgaches. Et vous allez voir, donc ça, alors, ici, autrefois, c'était le quartier. Il y avait 4 seulement quartiers dans toute l'île. Quartier, ça veut dire quart, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le quartier de Saint-Paul, il y avait donc, ça c'est un type de recensement parce qu'on ne reconnaissait pas encore, tout était tout se passait au chef-lieu du quartier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors je tourne les pages pour vous donner une idée de la répartition des esclaves à ce moment-là. Alors, en gris, ce sont les créoles, ceux qui sont nés sur la colonie. Il y a quand même beaucoup de primo-arrivants. Tout le reste, c'est des primo-arrivants. Oui. Bon.
Une très grande majorité de Malgaches. Je continue. Vous voyez, on a de moins en moins d'Indiens. Oui. Voilà. Parce qu'après, il y a eu très peu d'Indiens. Après, on s'étonne que tous les barons étaient quand même en grande majorité. Tu vois ce que je veux dire? C'est numérique, c'est tout, ça n'a rien à voir. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Je peux tourner longtemps comme ça, il y a 35 pages. Mais, vous voyez, c'est un document. C'est un document officiel. Tout ce qu'il y a de plus officiel. Et après, je donne mes remarques après, vous voyez. Voilà, hein. D'abord, elle permet d'avoir une vue d'ensemble des esclaves avec leur origine. Ils appellent ça la caste. Caste, caf, caste. Vous voyez ce que je dis? On ne distingue pas. Ils ne distinguent pas les Mozambicains. Hein. Tout ça, c'est caste, caf. Plus tard, on va distinguer les Mozambicains parce qu'ils sont tellement nombreux. Vous voyez? Donc, caste, caf. Donc, en effet, non seulement le quartier de Saint-Paul fut le premier foyer de peuplement, ne pas l'oublier. Nous sommes à Saint-Paul, hein. Mais il est resté important par le nombre d'habitants et surtout d'esclaves. Et de par sa position relativement centrale, même quand le Sud n'était pas encore totalement colonisé. Voilà. Parce que le Sud, c'est le dernier colonisé. Pourquoi? Tout bête, hein. C'est parce que quand les esclaves étaient ici, tous les hauts étaient libres. Alors pourquoi voulez-vous qu'ils aillent dans le Sud? Ils se mettaient dans les hauts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bête, hein. Bon. Donc, la théorie de lutte contre le marronnage prône que les esclaves doivent être d'origine différente pour casser une cohésion dommageable au maître. Vous pensez bien que quand les gens se retrouvent et qu'ils sont tous pareils, ils sont plus, voilà quoi, ils sont plus forts pour se mettre ensemble et pour, vous voyez ce que je veux dire? Les gentils. Voilà, pour s'organiser. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a peut-être aussi un cas qui est intéressant à faire, c'est que dans le terme indien, parfois, alors pas dans ce document-ci, mais beaucoup plus tard, là ce sont vraiment des Indiens Malbar. D'ailleurs ils ont précisé Malbar. Mais autrefois, plus tard, c'est surtout pendant la traite interlope et tout ça on aura beaucoup d'Asiatiques, des Asiatiques du Sud. Vous voyez? Alors le Sud-Est asiatique, c'est quoi? Alors ils vont dire Malais. Il y avait des Indiens dedans, mais ils appellent tout Malais. Pourquoi? Parce que la Malaisie, toute cette partie-là, l'Indonésie à ce moment-là, s'appelait l'Insulinde. C'est l'océan Indien. Vous comprenez? Donc il faut toujours penser aussi à ça, hein, si on veut vraiment être pointu, quoi. Quand on dit Indien dans les documents, c'est pas forcément Indien Malbar. Il y a eu beaucoup de Malbar, mais il y a eu aussi des Indonésiens, parce que ce sont aussi des Indiens. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont rien d'Indien, je veux dire racialement parlant, mais c'est l'Insulinde. C'est l'océan Indien, c'est la mer des Indes. Vous comprenez? Il y a tous ces points-là qu'il faut savoir si on veut vraiment entrer dans l'histoire, ne pas raconter n'importe quoi. Parce que pour moi, le plus important, c'est pas l'histoire, c'est la vie des gens, la vie des marrons. En tant que descendante, en tant que, comment on va dire ça? En tant que personne, ce qui m'intéresse avant tout, c'est les gens. Vous voyez, leurs personnes. Comment on va déterminer les personnes? Ces esclaves-là, ces marrons-là. Là, on s'intéresse en particulier aux marrons, mais même pour les esclaves, il faudrait voir avant tout les personnes, vous comprenez? Et les documents officiels ne parlent pas du tout des personnes, ça, rien n'affiche. Cherchez un peu, moi j'ai cherché par exemple ceux qui décrivent les marrons, les personnes qu'ils tuent. Rien. C'est la négresse, le noir, et c'est tout, point barre. Un négrion, une négrite. De temps en temps, quand il y a quelque chose qui les accroche, c'est par exemple cette vieille dame. Alors une fois, décrivent une vieille dame parce qu'elle avait les mains complètement brûlées, la peau, elle avait des grosses taches. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc quelque chose de vraiment remarquable, quoi. Hein. Mais sinon, ils n'en ont rien à fiche. Donc c'est à nous de chercher tout ça. C'est à nous de mettre un visage, de mettre des noms, de faire quelque chose pour la connaissance des personnes et pas seulement des lieux. Mais on est obligé de partir des lieux. Vous comprenez? On ne peut pas faire autrement. Donc cette liste-là, d'ailleurs, si vous voulez regarder tout à l'heure, je sais que si vous avez le temps, il y a des gens qui étaient très contents de retrouver un nom d'ancêtre à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il est un peu vieux parce que ça fait longtemps que je l'ai mise, mais c'est pas grave, hein, ça n'enlève rien à la valeur du document lui-même. Ensuite, donc,
on va vraiment entrer, donc c'est marronne oubliée, donc voilà une des bases une base de documentation. Parce qu'on le voit dans cette liste-là, après on le retrouve, il a été tué là-bas, il a fait ci, il a fait... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce recoupement-là. Et donc ça fait quoi? Ça fait 22 ans. Parce que j'ai quitté mon boulot, je suis à la retraite depuis 20 ans. Parce que je voulais faire ce travail-là, en paix. Pour eux, vous devez partir des documents. Mais les documents, je suis désolé, Marmaille, les documents, c'est quoi? C'est ce qu'ont laissé les chasseurs. Il n'y a pas d'autres documents. Quel est le seul document authentique des Marans, la véritable parole des Marans? Mais demande aux autres. C'est quoi? La langue. La langue? Mais dans quelle... ils s'expriment dans la langue comment? Malgache. Pas seulement, pas malgache. Ah, par contre, un truc très intéressant, c'est qu'on a découvert dernièrement un livre, d'ailleurs que notre région a édité, c'est un certain Logé. Tiens, j'ai pas de truc, c'est pas grave. Logé. L-O-G-E-A-I-S. Et on parle Makondé dans ce livre-là. Ça se passe à Saint-Benoît en 1830, je crois, ou 32, 33, dans cette zone-là, donc beaucoup plus tard. Un siècle après ça, tu vois. Et il y avait des Mozambicains, et le monsieur donc le Logé, c'était comment dirais-je, un directeur c'est pas un directeur, j'ai oublié son titre précis, mais il travaillait dans une plantation. C'était un yab, non, c'est pas un yab, c'est un métro qu'ils ont fait venir à la Réunion pour tenir, je sais plus quoi, dans la plantation. C'est un chef d'exploitation. Voilà, excuse-moi, merci, parce que moi les trucs là. C'est un chef d'exploitation logé. C'est un chef d'exploitation logé. Donc dans son livre, c'est la première fois qu'on trouve ça et c'est magnifique. Dans son livre, il y a des pages, parce qu'il a rencontré sur sa plantation, tu vois. Il y avait beaucoup d'esclaves mozambicains. Et surtout, il a eu le bonheur, on va dire, pour nous, de trouver des textes que des gens, qu'il a pu ramasser une histoire où les gens parlaient Makondé. Et ça, c'est unique. C'est la seule fois qu'on a ce type de document. Malheureusement, je ne l'ai pas eu aujourd'hui parce que j'étais parti très vite aussi. Qui était Makondé pour... Alors, Makondé, les Makondé, parmi les Mozambicains, il faut vous dire aussi que c'est vrai qu'on parle de Faons, mais Faons, on ne sait pas. Ça, j'aimerais bien savoir s'il était Mozambicain ou s'il était... on ne sait pas, en fait. Parce que, justement, j'ai demandé, j'ai fait je ne sais combien de voyages au Mozambique, j'ai demandé, mais personne ne peut te dire. Et déjà, pour causer au Mozambique, tu sais qu'ils ne causent pas français. Ils ne causent pas non plus anglais. On a des contacts français. Attends, ils ne causent pas non plus anglais. Ça, par contre, tu vois, c'est ça que j'aimerais, moi, c'est que les recherches avancent vraiment. Tu vois, qu'on finisse de se baser juste sur Dayo, quoi. C'est bien beau, il est bien mignon, mais enfin, je suis désolé, quoi, c'est quand même... vous savez que le papa de Dayo était quand même maître négrier à Madagascar, hein. Bien sûr, Eugène Dayo, Joachim Dayo s'appelait son père, c'est lui le fondateur d'un grand port négrier de Madagascar qui s'appelle Tamatave. Et c'est Eugène Dayo, Joachim Dayo. Donc, on va pas non plus demander à son fils d'être le grand, vous voyez ce que je veux dire? Il n'avait pas la posture. Déjà heureux qu'il nous ait raconté tout ça, parce que sinon on n'aurait peut-être même pas pensé au marronnage à la Réunion. Mais rendons à César ce qui est à César. Mais Dayo, c'est le fils d'un grand négrier. D'ailleurs, son père est mort à Tamatave, il avait une sœur à Tamatave, parce qu'il s'est aussi marié là-bas. Ça, c'est juste pour la petite histoire, voyez. Donc, tout ça reste à savoir. Mais ça, il y a les Makondé, les Mozambicains qui sont venus à la Réunion, c'était surtout sur les grands ports. Donc, Yambane, c'est un port. Et il y a les Makondé. Alors les Makondé, c'était de grands sculpteurs, des trucs mais absolument magnifiques. Il y avait des Makondé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours les gens de l'intérieur des terres qui sont captés et amenés à la côte pour être vendus. Parce qu'à la côte, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes marchand, vous commencez pas par aller chercher les clients à 1000 km. Vous commencez par ceux qui sont autour de vous. Vous commencez aussi par vendre les choses autour de vous, oui ou non. Vous commencez pas par aller chercher mais au bout d'un moment, quand votre commerce il marche, il n'y a plus assez. Vous allez le plus loin possible chercher. Et finalement, même au Mozambique, c'est pour ça que ce sont des Bantous. Parce que le mozambicain, les langues mozambicaines,
Je reviens sur... Donc tout ça, c'est pour vous dire un peu cette ambiance-là. Vous voyez, cette ambiance de marronnage dans l'Ouest et dans toute la Réunion que vous ne connaissez peut-être pas trop. Vous comprenez? Pas du tout. Bah, Pas du tout. c'est bête. Pas du tout. Vous savez quand même ce que ça veut dire marron. On ne connaît pas l'histoire. On nous a appris nos ancêtres gaulois. Louis XIV. Ouais. J'ai un peu honte là parce que moi aussi. Moi c'était pire. De mon temps c'était pire, vous pensez bien. C'était pire de mon temps. Hein. Mais enfin bon. Bah, on est quand même là. Hein. Ouais. Voilà. Et puis surtout, on a les dents longues pour apprendre l'histoire. Maintenant, on n'accepte plus tous les racontards. Là, hein. Moi, j'écoute plus. Hein. Je veux bien des légendes, c'est très beau. Et je souffre. Moi, c'est surtout Eva qui me manque. J'espère être la personne qui va trouver Eva. Déjà, j'ai trouvé un chat. Hein. Peut-être qu'il y a trop dans une vie pour tout trouver. Tu vois, je sais pas. Moi. Mais bon, on mérite l'histoire. Maintenant, je veux l'histoire, la vraie. Qu'on arrête de nous raconter des conneries. Quoi. Allez, bon. Je continue, donc je reviens sur mon sujet. Alors, je disais, j'ai même trouvé de belles phrases, alors je vais vous les lire. Parfois oubliées, non reconnues dans le rôle primordial qu'elles jouent aux côtés des guerriers, elles assurent pourtant la pérennité de l'installation et de la vie dans les camps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais, que seraient surtout les grands chefs? Manzac, son reine fouche. Oui. Alors, Massac sans Rarian, Grégoire sans Soya, ils étaient dans le même camp, hein, Massac et Grégoire. Tout ça, c'est les grands de l'Ouest. La prochaine fois, si on a le temps, on vous donnera les gens de l'Ouest. La Verdure sans Sarlave. Alors, Sarlave, on a sa photo ici parce que la mairie de Saint-Denis, on travaille beaucoup avec la mairie de Saint-Denis, et donc on a travaillé sur les marrons de Saint-Denis, et Sarlave était à Saint-Denis. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est elle. Ben, il faudrait aussi peut-être travailler un peu sur les gens de l'Ouest, vous voyez. Non. Voilà son histoire. Et c'était une petite jeune femme timide, vous voyez. Elle vient des Hautes-Terres, et ça aussi, il y a des gens qui n'aiment pas, mais je suis désolé, moi je suis dans l'histoire. Déjà avec le nom qu'elle a, et puis surtout, tout ce qu'elle a fait, d'où elle vient vraiment des Hautes-Terres malgaches. Dans ce genre-là, vous voyez, donc on a respecté aussi les types physiques, vous voyez. Mais alors, elle, par contre, elle est morte elle s'est sacrifiée avec la Verdure, hein. Tout ça, ce sont des gens au dernier carreau pour se rendre et pour sauver le reste de la troupe. Vous avez Vav. Vav, ça veut dire tout simplement femme. Et dans le sud. Ça, c'est une femme bar, ça. C'est dans le sud. Elle vient du sud, elle. Bar. Alors, elle s'appelle Vav. Vous voyez, donc ce sont des marronnes historiques. On a tout un tas de choses sur elles. Donc on voit à peu près comment elles doivent ressembler, qui elles sont, vous voyez. Donc des noms très neutres. Là, on n'a pas Rariane, parce que Rariane, c'est parce qu'elle a été prise marronne dans le marronnage. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, elle se serait peut-être appelée tout simplement Cal. Vav ou Viave, je ne sais pas. Bon, donc mère, femme et mère. Très important les deux, hein? Femme et mère. Elle donne un sens à cette vie nomade à laquelle elle s'adapte autant que les hommes. Donc elles assurent la vie dans les camps. Alors, et tant de farouches guerrières inconnues qui méritent d'être connues. Il y en a, mais vraiment toutes celles que j'ai vues dans le peu de noms marronnes dans les rapports de détachement, c'était vraiment des super femmes, vraiment super. Et donc, par exemple, il y a aussi un fait qui est très important. Quand les hommes partent en expédition, en descente, comme ils disaient, hein, ça c'est le terme des marrons, ça, hein, les descentes des marrons. Qui sont dans les camps? Il pose à où la question? Parce que les femmes et les madames. Que les femmes et les enfants. Qui, alors, à ce moment-là, protège les camps? Les madames. Bien sûr, elles n'allaient pas se... Vous voyez ce que je veux dire? Elles fouillent d'abord si elles peuvent sauver la vie, parce qu'elles savent de toute façon que c'est la mort, hein, à court ou long terme, mais bon, de toute façon, elles veulent pas. Quand quelqu'un a décidé d'aller en marronnage pour de bon et définitivement, elles ne reviennent jamais sur le camp. Elles meurent en marronnage. Alors ça, c'est les grands... Ça quand même, vous le savez, petite marronne et grande marronne. Petit marron, c'est à partir de... Ou petite marronne d'ailleurs, c'est à partir de 1 mois. Parce qu'on ne vous donne pas la même... Tout ça c'est pour voir comment on dédommage les maîtres, vous comprenez? Et comment on punit, vous voyez? Quand vous marronnez pendant juste moins d'1 mois, vous revenez, ça c'est petit marron. Et ça, ce sont des gens qui reviennent. Et il y a les grands marrons
Ça, c'est à vie. Donc, ils préparent leur départ, ils savent tout. Ils ont déjà des contacts où ils doivent aller. Il y a une organisation impeccable. Ça, c'est des grands marrons. Donc, aujourd'hui, nous parlons... Mais les petites marronnes, enfin, les marronnes, je veux dire... Là, avant, je croyais que c'était vraiment comme ça. Mais après, j'ai compris que c'est pas comme ça. Parce que ce qui se passe, c'est qu'avant d'aller dans les camps, les gens préparent, vous voyez, et c'était les femmes qui avaient ce rôle extraordinaire, parce que les femmes, on se méfie pas des femmes, hein, pas trop, c'est pas la guerre. Elles ont, bien sûr qu'elles ont leurs lances et ainsi de suite. Ça, les petites lances, là, vous savez, ce qu'on appelle les lances de proximité, elles savaient les lancer, attention. Hein. Actuellement encore, tu vas dans, il y a une part dans les anciens villages marrons. Je peux te dire que les femmes malgaches de là-bas, il ne faut pas trop les approcher de trop près si elles n'ont pas envie. Parce qu'elles ont entre les seins une petite sagaï, en fait, quoi, une petite lance comme ça. Et je te jure qu'elles savent l'utiliser. Hein. Ah ben bien sûr. Quand elles font 35 km pour avoir de l'eau, ben, il faut qu'elles sachent se défendre. Parce qu'il y a toujours des zigotos partout. Hein. Partout ça. C'est pour vous dire, hein, et ça dure depuis le temps du marronnage, ça, hein, tout ça, ça dure depuis longtemps. Bien sûr, et quand elles se sont battues, alors c'est ça le problème, c'est qu'elles ont eu les mêmes problèmes que les hommes, les mêmes, juste, au lieu d'avoir, par exemple, 100 coups de fouet, elles vont en avoir 50 ou 60. Donc après, la féminité, c'est foutu. Et quand elles sont enceintes, vous savez comment ils faisaient? On creuse un trou pour le ventre, pour que l'enfant puisse quand même soit protégé, on les couche, avec le ventre dans le trou, et on les bat. C'est important d'avoir le bébé, c'est un futur esclave. C'était comme ça que ça se passait pour les marronnes. Faut pas croire que leur vie était facile. Hein. Et je vais vous donner des exemples. La vie en marronnage est extrêmement dangereuse, à laquelle s'ajoute la rudesse du quotidien des hauts de Bourbon. Ces conditions mettent naturellement en valeur les hommes. C'est normal, parce qu'eux, ils partent, voilà. Qui doivent constamment utiliser la force physique pour aménager et défendre leur territoire. Par ailleurs, quand les marrons font des descentes sur le littoral, pour se ravitailler dans les maisons des maîtres, alors ça, il faut le savoir, hein, c'est une question de survie pour eux. Vous savez, dans les documents, comment étaient habillés les marrons et les baronnes, c'est vraiment n'importe quoi. Ce qu'ils pouvaient trouver, sauf du côté Salazie, parce que là, c'était vraiment le royaume, et surtout, Salazie, l'avantage de Salazie, d'ailleurs j'en profite juste 2 minutes pour vous faire un peu la publicité, parce qu'à Salazie, il y a une exposition qui est là depuis décembre 2020, et c'est là qu'on va vous raconter Simon Def, Anchin et tout ça, et tout ça, et tout ça. Pas Eva, malheureusement, je vous dis, j'ai rien trouvé, donc je peux pas inventer, même si ça... Là, elles étaient plus libres de s'habiller comme elles voulaient, parce que c'était de vrais villages, de grands bourgs à Salazie. Ailleurs, c'était plus costaud, quoi, hein. Parce que à Salazie, les premiers blancs habitent à Salazie en 1830. 1830. C'est quoi? On savait déjà que l'abolition allait venir. Donc ils se tenaient à carreau. Ils ont coexisté avec les marrons en 1830. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça vaut la peine aussi de regarder quand le marronnage s'est épanoui sans les chasseurs de noirs. Ben ça donne Salazie. C'est un cas unique à La Réunion. Allez savoir comment ça... En tout cas, ça s'est passé comme ça. Bien. Donc, quand les marrons font des descentes sur le littoral pour se ravitailler, ce sont toujours les hommes qui font les expéditions. Il n'y a jamais de femmes dans les expéditions, par contre. Hein. Elles ont un trop grand soin à rester. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'est-à-dire que parmi les esclaves en général, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Hein, parce qu'ils avaient surtout besoin d'hommes pour travailler la terre. Donc les femmes n'avaient pas... il n'y avait pas beaucoup de femmes, quoi. Hein. Donc, mais les recherches récentes qui démontrent l'existence d'un véritable royaume de l'intérieur malgache marron recouvrent un espace important au cœur de la Réunion. Alors la carte est derrière moi. C'est pratiquement la même taille que le parc actuel. C'est ça. Tout le truc noir là, c'est pratiquement le parc. Il n'y avait que juste 2 ou 3 petits points qui débordent. Ça, c'était l'ancien royaume de marron de l'intérieur. C'est toute cette espèce-là qu'ils ont occupé. Vous voyez? Donc, on se rend compte vraiment du rôle primordial des femmes.
pour avoir tenu ce royaume jusqu'en 1830 seulement, les Blancs entrent à Salazie. Vous vous rendez compte un peu? Ça, vous ne le savez pas, ça, hein? Très important. Il y a eu un véritable royaume marron, QG, on va dire en termes modernes, Piton d'Anchin, avec des villages comme Bémao, mais un vrai village, hein. C'était la production, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, sans les femmes, le marronnage n'aurait été qu'une série d'épisodes, mais pas la construction d'un royaume. Vous comprenez? Ça aurait été des épisodes, quoi. Parce qu'une fois qu'il est mort, il est mort. Alors que là, la vie a continué jusqu'au bout, quoi, jusqu'à l'abolition. Et le jour de l'abolition, vous savez quoi? Là où on reconnaît les marrons. Alors, je ne connais pas vos noms, mais sachez que quand vous avez des noms un peu bizarres, là, il faut creuser, voyez? Parce que là, par exemple, alors l'exemple le plus flagrant, je vous le donne. Justement, à l'abolition, il y a tous les esclaves, là, ils se mettent en rang, mais on leur a laissé de dire le nom qu'ils veulent. Mais les marrons, là, qu'est-ce qu'ils vont donner comme nom? Ne pas oublier qu'en 1848, très peu de temps avant, c'était Saint-Leu, la révolte Saint-Leu, ici dans l'Est, et dans l'Ouest. Et la révolte Saint-Leu, c'est quoi? C'est que les esclaves, ils ont cru que parce que les Anglais étaient quand même libérés, chez eux, ils ont libéré, hein, mais seulement à La Réunion, non, c'est pas comme ça. Eh bien, ils croyaient que les Anglais allaient libérer, qu'ils allaient être plus cool, quoi, entre guillemets. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, ils ont renforcé encore plus, là, tu vois, bien totoché, là. Bon. Eh bien, quand arrive 1848, les marrons, là, les hors-la-loi de l'époque, c'était les marrons. Ils se posent des questions, comment on va faire? Peut-être que ça va passer, puis après, hein, vous voyez ce que je veux dire? D'abord, ils ne sont pas descendus, ils sont restés dans les hauts. Je connais beaucoup de familles marrons parce que je travaille avec ces familles-là. J'ai travaillé d'ailleurs, par exemple, hein, je travaille avec les familles, et on sait que souvent les familles sont restées sur les coins. Alors, je vous donne l'exemple, un seul exemple. Adras. Ça veut dire quoi, ça, Adras? Sarda. Ils ne voulaient pas donner leur nom, leur vrai nom de marron. C'est l'anagramme de Sarda. Oui, mais là encore, c'est un nom normal, parce que ça, c'est encore autre chose, ça. Tu vois, ces noms-là. Élilorac, par exemple. Alors, ça, c'est parce que c'est l'enfant du maître, mais il ne voulait pas libérer l'ave. Tu vois, il ne voulait pas que... Voilà, tu vois. Tu sais, vous savez que il y avait des comment on appelle ça, des maîtres, des chefs d'exploitation, quoi, hein, qui avaient des enfants parmi les esclaves. Mais non seulement ils restaient esclaves, mais ils comptaient sur eux pour dénoncer les autres. Ah, parce que c'était leurs enfants, ils étaient un peu plus métissés, un peu plus blancs. Alors, il y a un livre aussi que je vais vous conseiller, un livre qui raconte, c'est un médecin qu'ils ont fait venir sur la colonie pour travailler dans les plantations. Vous voyez? Et ce monsieur-là, il s'appelle... ah ben j'ai oublié. Fou, le Covid. Bravo le Covid. Et lui, il a travaillé pendant 6 ans sur une plantation, et il a raconté tout ce qu'on faisait aux esclaves. Il a dit, mais oui, mais comment voulez-vous que je bosse, moi? Aussi, aujourd'hui, je traite, et puis demain, ils vont encore m'abîmer avec 10 coups sur la jambe. Les conditions de vie des esclaves ne permettent pas de s'occuper d'eux. Je crois qu'il a travaillé chez des bassins. Et encore, c'était une grande propriété qui avait un hôpital d'esclaves. Parce que les autres n'en avaient pas. Vous voyez, donc les choses étaient vraiment très, 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 on dit dégueulasse, déplorables en bon français. Hein, déplorables. Voilà. Eh bien, tout ça, vous voyez, ça va se ressentir dans le rôle des marrons, des marronnes. Vous voyez? Quand quelqu'un marronne, c'est qu'elle ne veut plus jamais de cette vie-là. Alors la vidéo est très rude, mais c'est une vie de libre. Et deuxième point très important, il mangeait comme il voulait, mais il continue à voler sur les plantations, ça aussi, hein, il faut le dire. Hein. Voilà. Ah ben, et surtout tout ce qui était, comment on appelle ça, du linge, des ustensiles, les marmites, chaque fois les outils surtout. Ils volaient tous les produits industriels, ils les prenaient sur les plantations. Voilà. Fondamentalement, donc, je vous disais, les femmes donnent un sens à l'existence en donnant la vie à des enfants, les futurs marrons. J'ai connu une famille à Sainte-Suzanne, enfin dans les documents, quand on dit j'ai connu, hein, pardon, dans les documents,
C'est la famille Maher, ils avaient 20 enfants. 20. On voyait bien qu'ils avaient envie d'avoir beaucoup d'enfants. Hein. Et bien, parmi les 20 enfants, ils ont sorti deux grands chefs marrons. Mais il y a 2 marrons, enfin, on ne sait pas si c'était des chefs, qu'ils ont quand même perdu dans les luttes. Vous voyez, qui ont été punis de mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parmi les 20 Maher, il y en a quand même eu deux grands chefs marrons. Hein. 20 enfants, pour moi, c'est l'exemple absolu. Il s'appelait Maher, côté Sainte-Suzanne. Bon. Donc, elle normalise, entre guillemets, la vie dans la constitution de vraies familles, parce que du coup, c'était de vraies familles. Il y avait même des grands-mères. Tiens, j'ai pas vu les grands-pères. Je n'ai vu que des grands-mères, côté Hillet à Corde. Et donc, toutes choses évidentes qui sont refusées aux esclaves dans le domaine des maîtres. Est-ce que dans le domaine des maîtres, les papas comptaient? N'avaient aucune existence. Les enfants appartiennent aux maîtres et à la maman forcée, parce qu'il fallait bien s'en occuper et les allaiter. Parce que sinon, je crois qu'on leur aurait aussi effacé on ne pouvait pas effacer les maternités. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, on a tant de mal à mettre les pères en valeur à la Réunion? C'est l'histoire. C'est cette histoire du marronnage. Alors, messieurs, prenez votre place aussi. Responsable des familles. Responsable des marmailles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un rôle souvent qui est un peu négligé, hein, moi je trouve, hein, dans la vie courante. Hein. Eh bien, il faut casser avec ça. Il faut casser avec ça. Il n'y a pas que les femmes. Sachez que c'est un héritage, un très mauvais héritage de l'esclavage, ça. Vous voyez? Parce que le garçon, d'abord, sa femme, il ne l'avait pas tout seul. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr qu'on ne considère pas les maîtres. Entre les esclaves, ils s'entretuent quand tu jettes un regard sur la femme de quelqu'un. Mais si le maître regarde, qu'est-ce que tu vas dire? Tu as quelque chose à dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a tout ça qui rend les choses très difficiles aussi entre les esclaves eux-mêmes, vous voyez? Parce qu'il y avait aussi des traîtrises, il y avait beaucoup de mauvaises choses. Hein. Parce qu'on fait tout pour ça. Ils vivent dans une atmosphère sociale abominable, quoi. Il faut le savoir, ça. Hein. Ne pas oublier que les pères esclaves ne sont pas reconnus dans leur paternité. Elles sont donc les garantes, les femmes sont les garantes d'une longue occupation à la survie du groupe, tant que le village n'est pas découvert. Quand un village est découvert, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font les chefs de détachement? Ils rasent. Voilà, ils rasent tout. Déjà, ils ont repéré. Donc, même s'ils n'ont pas rasé, mais qu'ils ont juste repéré au loin, donc les marrons savent qu'ils sont découverts, ils s'en vont, hein. Ils ne peuvent pas rester là. Hein. Il y a un village, alors ça se passe à Hillet à Corde, côté Silaos. Le camp de puce actuellement est à vendre. Hein. Moi, j'ai voulu acheter, mais j'ai pas les moyens. Le camp de puce est à vendre? Oui, il est à vendre. Je ne sais pas s'il est toujours à vendre. Il était à vendre il y a 2 ans. Le camp de puce, c'est quoi? Un très grand camp marron. Ça se trouve où, Hillet à Corde? Hillet à Corde, c'est à côté, c'est là. Il y a 2 Hillet à Corde. Vous avez aussi une Hillet à Corde ici à Mafat. C'est en bas de Terre-Fine, c'est sur le côté de Terre-Fine. D'accord. Oui, c'est ça. Eh bien, il est resté inculte, et là, il est à vendre. En termes... Charlotte précise peut-être que campus, c'est le nom francisé de Pizzana. Ah ben écoute, alors là, je suis fichu si je parle aussi de ça, c'est long. Hein. Parlons d'abord des femmes, après, toutes les questions que vous voulez. Oui, alors quand de plus, puisqu'on en parle, hein, c'est ce monsieur-là, Pitt, le seul maître, vous avez peut-être eu le temps de lire un peu, c'est le seul exemple que j'ai, il doit y en avoir d'autres, j'espère, c'est le seul exemple que j'ai où des esclaves arrivent à chasser leur maître de la Réunion, carrément ruiné. Alors bravo, Pitt. Très grand chef quand même, hein, franchement. Vous en avez, vous, des exemples comme ça? Allez, demandez là. Hein. Bon, en tout cas, moi, je serais contente, je suis preneuse. Dites-moi, tout de suite, dites-moi dès que vous trouvez un exemple comme ça. Lui, ils ont réussi ça. Ils l'ont ruiné. Et ça, vous avez des pages et des pages là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par voler des canaux. Et enfin, ils ont fait toute une mise en scène extraordinaire. Je vous parlerai de Pizzane une autre fois, parce qu'allez, je perds les marronnes, là. Hein. Donc, le nom de Hillet à Corde, en fait, les puces. Non, mais c'est rigolo, ça, vous êtes rigolo. Camp de puces? Quelle puce? Oui, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas compris, campus. Là, je crois qu'ils ont trouvé vraiment le summum, là,
j'allais dire de l'idiotie là, hein. Camp de puces. Quelle puce? Ils ont compté les puces. Ils ont fait au pluriel les puces. Non, au début c'était camp de puces avec un singulier. Sur la première carte c'était au singulier, la puce. Peut-être ma puce, j'en sais rien, mais enfin bon, bref. Alors puce ça vient de pizza. Et bon, je mets 2 minutes pour ça quand même, ça le mérite. Donc celui-là, ah ben vous avez lu quoi? Je l'explique là quelque part, non? En bas. Non, mais parce qu'il y a un autre panneau de puce, mais on n'a pas tout apporté quand même. Voilà. On a réservé un camp. Et Saint-Denis est en train de faire beaucoup de travail sur Piton, qui est quand même un grand roi. Le premier grand roi connu, c'est Piton, hein, quand même. C'est à partir de Piton qu'on a découvert Anchin, c'est à partir de Piton qu'on a découvert tout le reste. Hein. Voilà, parce que lui, il est très documenté. Il y a 3 pages sur Piton dans les archives. Donc, il est d'accord donc, au camp de puce, justement. Le camp de Pitzen. Ils ont trouvé une vieille dame, bonne, Zavel, tout ça des noms malgaches, Mangaz, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Ils l'ont découvert, c'était un village où il y avait 3 générations de femmes, 4 générations d'enfants. Vous vous rendez compte un peu? Jamais ce camp n'a été découvert. Donc depuis Pitzen c'est 1705. Voilà. Les Marronnes ne se sont pas contentés d'être des femmes et des mères. Elles se sont révélées des combattantes à part entière, aussi bien dans les hauts que dans les demeures des maîtres. Ça aussi. Ça, on ne le sait pas. Parce qu'il y avait déjà parmi les esclaves des futures marronnes. Mais elles sont là pour faire d'abord du renseignement et pour renseigner les marronnes des camps et le royaume. Vous comprenez? Donc elles se sacrifient. Mais le jour où elles sont brûlées, hop, elles disparaissent et là, elles ont des enfants. Alors que quand elles étaient chez les maîtres, ces marronnes-là, ces esclaves-là n'avaient pas d'enfants. Elles attendaient d'être dans les hauts pour avoir des enfants. Oui, mesdames, oui, messieurs. Donc, autant que les hommes, ces guerrières ont donc subi des supplices de la mort quand elles sont fait prendre. Il y en a qui ont été pendus, brûlés, tout ce que vous voulez, comme les hommes. Alors, voici un exemple de grand délit. Vous voyez, ça c'est je vous donne un document là, un document bien... 20 décembre, donc 1711, il y a 19 esclaves, tout origine, c'est ça qui m'intéresse. Toute origine, 12 hommes et 7 femmes qui ont été prises. Ils étaient plus nombreux, mais ceux qui se sont fait coincer, c'est seulement celle-là. Ils se sont révoltés. Donc, ils comparaissent devant le tribunal, c'est ce qu'on appelait à l'époque la chambre du conseil, convaincus de crimes de désertion, en voulant enlever un canot, piller et enfoncer des maisons, et même tuer ceux qui se voulaient opposer au dit enlèvement. C'est-à-dire que quand ils ont pris les canaux, quand ils ont volé les canaux, ils se sont fait attraper. C'est là qu'ils se sont fait attraper. Vous voyez? Donc, il y a 17 esclaves qui sont condamnés. Je peux même vous donner la référence, hein, ADR, CO 2792, et ainsi de suite, enfin ça. Chef de parti, Antoine dit Petit Train. On le surnommait Petit Train. Antoine, condamné à recevoir 200 coups de fouet, être marqué de la fleur de lys sur la joue, et porter la chaîne à un pied pendant 3 ans. Alors le médecin, le document dont je parle de le médecin disent, après, ils ont une espèce de grosse plaie infectée sur le pied, et en général, ils meurent de tétanos très vite après. Voilà, ça c'est le médecin, le rapport du médecin métropolitain. Il est resté quand même 6 ans. Hein. Voilà. 5 hommes et une femme, Marie, sont condamnés comme complices au premier chef. Les 5 hommes reçoivent, selon que c'est une récidive ou pas, donc ça dépend, hein, si vous êtes récidiviste, de toute façon, vous en avez plus, là, hein, de 100 à 200 coups de fouet, marquage à la joue de la fleur de lys, vous avez compris, hein, c'était encore la période royale en France, hein, n'oubliez pas. Ils appelaient Madagascar à l'époque où ils tiraient beaucoup d'esclaves, et donc ces esclaves-là, déjà, hein, ils l'appelaient l'île Dauphine. Ils occupaient un tout petit terrain à Fort-Dauphin, mais l'île, ils vont l'appeler l'île Dauphine, l'île de Madagascar ou l'île Dauphine. C'est très prétentieux, je trouve, mais enfin bon, ils ont quand même réussi, hein, 2 siècles plus tard, 3 siècles plus tard. C'est la colonie, c'est une colonie française quand même. Bon. Donc Marie est condamnée à être fustigée, je cite là, hein, de 100 coups de fouet et avoir le nez et les oreilles coupés. Ça, c'est Marie. 1711. Bon. Les 12 autres, donc les 2 grands chefs, donc c'est une femme et un homme, vous avez compris, hein, Antoine, Petit Train et Marie.
Voilà. Donc Marie a eu, elle, 100 coups de fouet. Et l'autre, le garçon, a eu... Marie a eu 50 coups de fouet, et l'autre... Non, 100. Et l'autre garçon a eu 200 coups de fouet. Inutile de vous dire que vous sortez de là, vous êtes déjà condamné à mort. Hein. Oh. Et donc le nez et les oreilles coupés. Les 12 autres, moins responsables, ont reçu des coups de fouet en place publique. 150 pour les hommes et 100 pour les femmes. Voilà. C'est dire que les femmes ont reçu aussi, ont subi les mêmes supplices insupportables. Je trouve même sexiste, parce que c'est aux femmes qu'ils ont coupé le nez et les oreilles. C'est souvent aux femmes qu'on coupe le nez et les oreilles, pas trop aux hommes. Peut-être aussi qu'elle était tout simplement jolie, que ça leur déplaisait. En tout cas, je vous le dis, ça, je peux vous donner toutes les références que vous voulez. Vous pouvez le voir aux archives, le document, ou chez Robert Bousquet. C'est plus facile chez Robert Bousquet. C'est sur Internet. Ça s'appelle Marronnage nègre marron, j'ai oublié le truc. Mais c'est facile à lire, hein. Robert Bousquet. Et puis vous avez aussi surtout le site marronnage.re, tout simplement marronnage.re, où nous avons travaillé avec la région. D'ailleurs, la première fois qu'on a sorti cette carte, c'était sous l'égide du SRI, Service Régional d'Inventaire. Et nous, on a travaillé là-dessus, enfin pluridisciplinaires, on était très nombreux à travailler là-dessus, de 2013 à 2016. Voilà. Donc les femmes, comme vous avez compris, ont donc pleinement participé à tous les niveaux de responsabilité. C'est pas parce qu'on ne les cite pas. Vous comprenez? Bien. Il y a d'abord les reines, quand je parle des responsabilités. Alors, c'est pas parce que je suis royaliste, bien sûr. Hein. D'abord, c'était des reines, vous savez, elles ont les pieds nus. Hein. Pieds nus et en haillons, hein. Des reines. Fameuses reines. Et là, dans la tête, c'est autre chose. Hein. Donc, il y a d'abord les reines, les femmes des rois, qui ont exercé les plus hautes responsabilités. Alors, pour le moment, il y en a 3 qui sont arrivés à notre connaissance. Seulement 3. Donc, il y a d'abord, dans l'ordre, hein, il y a Sarlat, Saint-Denis. Alors, elle, comme elle a changé de nom pendant le marronnage, peut-être qu'elle n'a jamais été esclave, c'est un exemple formidable, Sarlat. Parce que quand elle arrive, on ne connaît pas du tout son existence. Hein. Elle était à Saint-Denis. Alors là, on l'a campée à côté Maniquet. Vous voyez, cascade Maniquet. On l'a campée. Alors toutes ces photos, je vous dis tout de suite, elles sont authentiques. On a essayé de trouver les lieux où on a trouvé des documents sur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment les lieux où ils ont évolué. Hein. Tout ça. Et donc, la reine Sarlave, elle, alors, on va la présenter, puis c'est pour ça qu'on a emmené le truc. Hein. Donc, c'est la femme du roi La Verdure. Alors, ça, c'est le signe des chefs. Autrefois, du moins du côté malgache. Hein. Alors, côté CAF, je ne connais pas. Donc, voilà, la reine Sarlave, avec son type physique, avec son bracelet. Alors, il y a son gris-gris qui est là. Il y a aussi ces gris-gris à l'intérieur de... Vous voyez ce que je veux dire? Les paquets. Et au pied aussi, elle a sa lance de cérémonie. Vous voyez. Et elle a son poignard. Ils avaient des armes. Hein. Elles avaient des armes. Hein. Surtout qu'elle n'a jamais été... quand elle s'est prise, on l'a tuée. Elle est morte au combat, Sarlave. Elle n'a jamais été ni dans une prison, ni dans rien du tout. Et puis évidemment, Sarlave, la tisane. Tu vois? La tisane, quoi. Elle soignait, parce que Sarlave, ça veut dire la toujours bienveillante. Vous comprenez? Donc, c'est à partir de ce nom-là. Alors ça, c'est un nom de marronnage. On ne va pas trouver chez les esclaves Sarlave. En tant qu'esclave, elle se serait peut-être appelée Cal ou Vave. Vous voyez? Parce qu'elle, par exemple, elle s'appelle Vave. Elles sont dans la même équipe. Hein. Elles sont dans la même équipe. Et toutes les deux, elles sont mortes. Les armes à la main. Et elles sont restées pour sauver le reste de la troupe. Parce qu'elles se sont sacrifiées, ces deux femmes-là, aux côtés de La Verdure. Vous savez, il y avait 5 ou 6 camps marrons autour. C'était au bras de la plaine. C'est pour ça qu'on fait 10 000 tous les ans. Vous voyez?
On fait une grande cérémonie d'hommage aux ancêtres là-bas à Dimtim, à cause de ça. Et il y avait eu 13 personnes autour, le dernier carré autour du roi La Verdure et de la reine Sarlave. Et il y en avait un autre, bon, les autres panneaux, tous les panneaux ne sont pas là, hein, il y avait les autres panneaux. Et elles se sont sacrifiées parce que il y avait 60 maisons. Il y avait 5 camps. Mais comme ils savaient, ils se sont préparés parce que ça faisait déjà quelques années que le Mussard, Caron, Pitou et tout ça étaient dans leur dos. Ils ont déjà ménagé les choses. Donc ils ont fait fuir les enfants, les femmes et les guerriers aussi pour protéger les femmes qui fuyaient. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sont sacrifiés. Et sur tout ça, tout ce peuple-là, il n'y avait que 13 de tués. Mais ils ont attendu les marrons, les chasseurs, ils ont fait face, ils ont fait fuir le reste du groupe et se sont sacrifiés. De Saint-Denis jusqu'à Aura de la Plaine? Non. Saint-Denis, c'est qu'ils étaient esclaves à Saint-Denis. Ah, d'accord. Mais quand elles partent en marronnage, elles ne sont plus à Saint-Denis. Oui. Son mari, le roi La Verdure, il y a 7 toponymes à Saint-Denis sur son nom. Il y a la Ravine La Verdure, Camp La Verdure. Il y a plein de choses sur lui. Ravine Patata Durand, tout ça, c'était le Camp La Verdure. Saint-Denis a reçu quand même deux grands chefs marrons, c'est Pitt et celui qui lui succède, La Verdure. Et pourquoi on a découvert ça? Parce que Pitt a laissé donc un camp, le fameux camp de Puce, et La Verdure, quand il était coincé par... c'est simple, tout le monde voulait La Verdure. Roi de tous les marrons. C'est pas les gens qui le disent, hein. C'est les documents qui disent, c'est eux, c'est dans les rapports de détachement, 3 fois j'ai vu La Verdure et dit roi de tous les marrons. Et d'ailleurs, quand ils ont eu La Verdure et Sarlave, tout ce qu'ils ont eu comme récompense, vous n'imaginez pas. Donc, elles ont eu des responsabilités jusqu'au bout, elles ont tenu leur rôle, de femmes, de mères et de combattantes, de guerrières. Et il y avait Martin Caff. Dans l'équipe de La Verdure, d'ailleurs la première équipe aussi, j'ai oublié de vous dire, hein, mais il y avait de tout, il y avait des Indiens, il y avait dans les camps malgaches, dans les royaumes de l'intérieur malgache, je vous dis tout de suite, il y avait beaucoup d'autres castes, entre guillemets. Parce que comme eux n'avaient pas de royaume, et ben écoute, le marron, tout le monde a envie d'être, tu comprends? Et ben ils vont rejoindre les camps malgaches. Et il y avait La Verdure avait un grand lieutenant, Caf, ben c'est Martha. Et j'ai une question. Quand vous parlez de royaume, c'est eux qui s'auto-désignaient comme roi, reine. Il y avait une organisation qui disait qu'il y avait des rois et des reines qui étaient désignés, il y avait une organisation structurée, etc. Ou c'est quelque chose qui a été dit après coup? Non. C'est historique. 3 rapports de détachement, de rapports de chasse racontent le roi, la reine. Alors il y a 3 rois qui sont reconnus. Non, il y a le roi Pitre déjà. Il ne savait pas que c'était vrai. On a toujours dit que c'était une légende. C'est Dayo qui nous parle du roi Pitre. Sauf qu'on a trouvé les documents. Et ça, je vous dis, c'est mon travail de linguiste. Hein. Bon. Mais surtout, très important, il ne faut pas prendre ça dans le sens strictement administration française. Parce que le royaume à Madagascar veut dire Fanzakam. Et le Fanzaka, c'est une organisation sociale, pérenne dans le temps, et pérenne et qui occupe un lieu précis. Il faut prendre dans leur logique à eux. Et vous savez qu'à Madagascar, alors ça, je n'ai pas emmené, hein, j'aurais dû emmener parce que j'ai quelques exemplaires. Vous savez qu'à Madagascar, c'est une terre de grand marronnage. Vous avez lu là? Ah, parce que c'est comme ça que je vais vous répondre. Hein. Regardez. Ce n'est qu'au XVIIe siècle. Et d'ailleurs, avant d'être français, qui circulait ici? C'était pas les Français, hein, c'était les Hollandais. C'est la VOC hollandaise. Je ne peux pas vous dire parce que c'est en hollandais, je ne connais pas. Mais ça donne VOC en français. C'est la compagnie hollandaise Verenigde, je ne sais pas quoi, qui donc, la première négrière, les premiers Européens négriers de l'océan Indien, c'était les Hollandais. Vous voyez? Et tu vois, pour que vous vous en souveniez, réfléchissez un peu. Là, tu as un tissu wax, c'est ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que le fameux, c'est si belle, c'est très beau tissu africain.
La mode africaine, je suis désolé, c'est hollandais. Ah oui, oui, malheureusement, ça vient de Hollande. D'ailleurs, ils sont imprimés là-bas. Le fameux wax, parce que le wax, c'est une spécialité indonésienne. Vous comprenez? Donc, bon, ça fait un coup sur le cœur, mais tant pis, hein. Bon, ah ben, vous aussi là. Hein. Un héritage. Ça, j'ai acheté à Dakar. Oui, mais partout ça en vient Afrique. aussi, voilà. Mais ça partout vient en aussi- Afrique, c'est ça rappelle d'ailleurs ce tissu-là. De mon temps, quand j'étais jeune, ça s'appelait Java. C'est Java Print. Nous, avant, on disait Java. Et ça m'a acheté Madagascar. Vous m'en avez partout. Oui, partout. Et maintenant, eh ben c'est bien, parce que maintenant, l'inspiration est africaine. Mais au départ, c'était des hommes d'affaires terribles, là, les Hollandais de l'époque. Hein. Voilà. Et ben, écoutez, Jakarta s'appelait Batavia. Hollandaise, 100%. Ça, par contre, à Tamaï, si, ils ont fait Fort-Dauphin, c'est tout. Fort-Dauphin. Mais Batavia, capitale hollandaise, Batavia. Ils vont fort, les gars. Hein. Bon. Alors, vous avez ici, donc, fondation, les Français, c'est bien après, 1742. Mais à Madagascar, 8e siècle, esclavage arabo-musulman à Madagascar. La traite pousse à la fuite progressive des premières populations côtières, d'où les bars d'ailleurs. Autrefois, bien sûr que tous les Malgaches sont arrivés à la côte comme à La Réunion. Hein. On est tous arrivés à la côte parce qu'à un moment, Madagascar n'était pas peuplé, pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait juste apports africains et asiatiques, vers l'intérieur des terres avec de nouveaux apports africains et asiatiques. Donc là, il y avait du marronnage. Bien sûr, grand marronnage. Et à Madagascar, il y a des royaumes marrons qui sont restés jusqu'à présent. Parce que les marrons alors j'ai pas de carte de Madagascar, mais c'est bien au milieu de Madagascar. Hein. Ah ben écoutez, c'est peut-être le moment où je dois vous donner ça. Je vous ai emmené un petit cadeau. Un vrai cadeau. Hein. Je vous dis ça. C'était ça qu'on utilisait autrefois sur les marrons. Hein. Parce que ça, j'arrive là, hein, il y a une semaine, je suis arrivé d'un haut lieu de marronnage à Madagascar, j'ai eu la chance, j'ai eu très peur parce que c'est là-bas qu'il y a les grands voleurs, le grand banditisme et tout ce que vous voulez. Je vais vous les montrer tout à l'heure, vous pouvez les toucher. C'est ça, les fameuses, vous savez, vous avez ça dans les documents, hein, qu'ils prenaient des feuilles de des rondelles de songe qu'ils faisaient sécher au soleil. Et j'ai mangé dans un village marron, enfin marron, ils sont plus marrons hein, maintenant, mais ils ont gardé toutes ces traditions-là. Ils m'ont donné ça comme cadeau de voyage, quoi. Hein. Ah ben tu sais pas, quand est-ce que tu vas? Ah ben écoute, voilà. Purée. Voilà. Ça, c'est une variété qui pousse encore par ici. Rouge, patate douce, rouge ou blanche. Il y a aussi des blanches, je ne sais pas, mais des rouges, très certainement. Parce que vous avez Belmen. Alors Belmen, il y a deux sens. Alors il y a un sens symbolique, mais sacré, un lieu de grande, de grand carnage et tout ça. C'est quand même à côté de Piton Rouge et tout ça et tout ça et tout ça. Il y a aussi le sens de ça. Mais sauf que ça, celui-là, il est blanc. Désolé, j'aurais voulu trouver du rouge, mais dans le village, j'ai même pas pensé à ça. D'ailleurs, hein, quand ils m'ont fait cadeau, c'est du blanc, pas du rouge. Peut-être que j'étais pas assez rouge. Je plaisante. Bref, donc ça, vous pouvez regarder tout à l'heure. En vrai de vrai, actuellement, d'ailleurs, j'ai fait une connerie, c'est que comme j'étais resté assez longtemps là-bas et que c'est quand même bio, hyper bio, hein, et ben, il a commencé des charançons, mais je vais mettre, alors qui connaît les insecticides bien puissants, quoi, hein, pour que je sois sûr que ça ne s'enlève pas, parce que d'ici que je reviens là-bas, je sais pas quand. Un peu de poivre dessus, mélangé avec du poivre. Ah, et ben, je vais le faire. Saupoudrer avec du poivre, ça peut aider. Ah, ben voilà. Parce que, du coup, il y en a un, le plus beau, bien sûr. Hein, vous savez, les bêtes, elles savent hein, ce qu'elles mangent. Hein. Ils ont pris la plus belle. Alors, ça, c'était leur nourriture pour le travail, pour les traverser, pour les... Ça, ils m'ont donné, ils m'ont dit, bah, écoute, quand tu vas plus pouvoir manger avec nous, là, hein, on te donne pour la route. Pour la route. Les durs comme ça. Non, ben tu peux pas. Alors, C'est pour une conservation. je vous dis, parce que ça, j'en ai mangé aussi au village. Hein, c'était un village un peu paumé, là, tu vois. J'en ai mangé au village. Alors, ils les trempent pendant à peu près 1h30, même pas, hein, 1h30 par là. Ils les font cuire. Alors, ça devient tout brun, par contre. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément joli, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est très sucré. Très, très sucré. Et ça, ils m'ont dit, ben, ça, même maintenant, c'est ce qu'ils mangent tous les matins.
Tu tiens le vent. Parce qu'ils ils vont pas, ils n'ont pas assez de riz, quoi. Vous avez vu le prix du riz actuellement à Madagascar? Ah, je pense à eux. Ah, je pense à eux autres, là. C'est un cadeau royal, quand même, avouez. Ah. Alors, tu fais cuire avec un peu d'eau, pas trop d'eau, d'ailleurs. Et voilà, c'est ce qu'on mangeait le matin au village. Et donc, pour répondre exactement à votre question, ce sont donc des chefferies. Alors, comme il n'y a plus de... Parce que dans les autres villages à l'époque, n'oublie pas que 1700, c'était encore les rois et les reines, hein, partout. Mais comme il n'y a pas ça, puisque ce sont des esclaves en fuite, donc ils sont obligés de trouver une autre structure. Et donc, les rois et les reines, c'est entre eux. Et je répète, hein, ce que je vous donne, c'est là, ce que je vous souhaite. Là, je suis certainement la plus âgée de nous, là. Je sais pas, hein, peut-être pas. Bon, alors, d'accord, je vous accorde la doyenneté. Mais franchement, je vous souhaite cette force des marrons. Cette force des marrons. Et quand je pense que pour des petites choses de rien du tout, par exemple, il y a des élèves parmi vous, il y a encore des barmains, là, des élèves. On se décourage pour un devoir, pour n'importe quoi. C'est pas bon, ça. On vaut autre chose que ça. On a plus de ressources que ça. Voyez? Alors, allez de l'avant et profitez de ça, ça coule dans nos veines. Ils sont là. Ils sont là. N'oubliez pas qu'on a ces ancêtres-là. Voyez? Voilà, j'arrête avec ça. Sac mi fan côté où va repousse plus joli.